définitivement il y a plus de 16 ans maintenant. Mais j'avais fait un premier voyage quelques années avant, parce qu'en 89, je suis arrivé le 4 août 89 à Bangkok pour la première fois. Et je suis revenu, j'ai passé le japonais en mineur aux langues orientales. J'ai pris le thaï en majeur, commerce international. J'ai fait une double maîtrise, thaï et commerce international. Voilà, ce qui m'a permis de trouver un travail en Thaïlande où j'ai pu m'installer. Étant employé en Thaïlande, j'ai travaillé pendant 23 mois dans un groupe français. J'étais directeur du marketing. C'était intéressant, c'est un groupe qui était très bien assis puisqu'il était deuxième leader mondial dans son domaine d'activité. Et puis je me suis rendu compte que là aussi, peut-être à cause de cette partie française du management, expatrié sur la Thaïlande, j'avais quand même des barrières à mon ambition personnelle d'évoluer dans cette société. Et puis je me disais que j'avais peut-être quelque chose d'autre à faire, puisque ces 23 mois, je les avais passés de façon intéressante professionnellement, mais en rongeant mon frein quand même. Alors dès que j'avais un week-end, un jour de congé, des vacances, je prenais une voiture, je louais un 4x4, je partais barouder en province, et puis je ramenais une pièce de textile, et puis une statuette, et puis une statue, et puis un meuble, et puis des tas de choses collectionnables. Et puis petit à petit, ma maison se transformait en quelque chose de plus sympathique, qui ressemblait de moins en moins à une maison de jeunes employés fraîchement débarqués en Thaïlande, mais de plus en plus à une maison de collectionneurs. Et j'avais plein d'amis qui passaient, qui me disaient « Mais Pascal, un jour, il faut que tu passes de l'autre côté de la rivière, traverse le Rubicon, et deviens antiquaire parce que tu as des choses tellement extraordinaires. Et moi, ce pot, je te l'achèterai, et puis cette table, j'ai envie de te l'acheter. » Évidemment, je répondais toujours non, c'est pas possible. Non, il faut être très riche pour être antiquaire, et je ne peux pas commencer comme ça. Et puis finalement, vu que l'injustice, ou ce que je considérais comme une injustice, ou une imposture même, continuait à se perpétrer jour après jour au travail, j'ai un jour, par une rencontre, décidé de tout arrêter. Alors j'ai posé ma démission sur le bureau du patron. Ça a été un jour fantastique pour moi, une grande libération. Et j'ai mis sur la table ce que j'avais. J'avais relativement peu à l'époque, j'avais l'équivalent de 15 000 € aujourd'hui, de 100 000 francs de l'époque. J'ai mis ça, c'était tout ce que j'avais. Et je me suis dit, avec ça, je garde 3 000 francs de côté pour me payer un billet d'avion retour et 40 kg de bagages si ça ne fonctionne pas, et je vais devenir antiquaire. Et j'ai commencé par ouvrir ma maison sur visite. Et j'ai des gens qui sont venus et qui ont acheté une petite chose, une petite bricole, etc. Je suis resté 6 mois avec 20 bahts par jour pour manger. J'avais un budget vraiment très limité. 20 bahts par jour, ça fait 40 centimes d'euros. Je suis un gros mangeur en fait. Ça se voit pas, mais j'ai bien mangé. Donc ça a été très dur. Mais je me suis dit, il faut que je réussisse. Je ne peux pas m'autoriser un échec. Voilà. Et au bout de 6 mois, je suis rentré dans mes frais. Et donc là, j'ai pu manger normalement. Si j'ai pu le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Je suis très content de l'avoir fait. Ça veut dire que si on a du courage, de l'abnégation et de la motivation, on peut réussir quelque chose en Asie sans moyens financiers illimités. On pourrait croire qu'on peut devenir antiquaire simplement si on a fait des grandes études à l'école du Louvre. Il y a une autre solution. Non pas que le passage par l'école du Louvre ne soit pas très positif, et ça j'en suis absolument intimement convaincu et persuadé, mais il y a aussi un cheminement personnel, familial, et une certaine culture familiale qui peut donner certaines prédispositions. Et moi j'ai eu ça par le fait que mes familles maternelles et paternelles étaient basées en Indochine, collectionnaient, et ont effectivement ramené avec elles des collections importantes et de très belle qualité. Quand j'étais enfant, quand je retrouvais mes cousins et cousines chez ma grand-mère sur la Côte d'Azur, il y avait une pièce qui était tout le temps fermée à clé, c'était le
salon chinois, le salon nippo, et il y avait des choses absolument extraordinaires dedans. On avait le droit de rentrer dedans une fois par semaine, et avec les mains dans le dos, et on ne pouvait rien toucher. Voilà. Alors ça, c'était une première approche. La deuxième approche, c'était aussi le monde des tapis. J'aime beaucoup les tapis. Et enfant, je jouais avec mes petites voitures sur les tapis persans de ma grand-mère, puisqu'elle avait été basée avec son mari à Damas, en Syrie, pendant 2 ou 3 ans, où une de mes tantes est née d'ailleurs. Donc tout ça, ça a donné un environnement qui m'a rapproché de l'art ancien d'Asie, et je voyais des choses, des petits objets tout simples, des choses vraiment de la vie courante, mais qui me permettaient d'avoir un accès visuel, artistique, esthétique, tactile et même olfactif vers des choses qui m'ont donné une sorte de base culturelle qui m'a permis après de vraiment passer ce Rubicon dont je parlais tout à l'heure pour vraiment devenir antiquaire. Voilà. Donc j'ai rattrapé d'une certaine façon mon expérience visuelle et géographiquement, puisque contrairement aux antiquaires qui vendent de l'art ancien d'Asie sur l'Europe ou les États-Unis, je suis basé ici, donc quantitativement, je vois certainement au moins autant de choses qu'eux. On a surtout un art qui est basé sur la religion. En termes de meubles, il y a très peu de choses, pour la simple et bonne raison que les Thaïs possédaient peu de choses, donc il n'y avait pas besoin de stockage. Alors il y a quelques coffres, quelques tables. Après, si on monte dans le nord de la Thaïlande, il y avait pas mal de marchands qui avaient besoin de meubles pour mettre leurs tissus, pour mettre leur argenterie, certains objets à présenter en métal. Donc il fallait un peu de meubles, mais c'est relativement limité. Les choses intéressantes dans l'art thaïlandais, c'est évidemment les meubles de temple, qu'on appelle les tukratham, c'est-à-dire les armoires de temple, qui sont souvent en forme trapézoïdale, de période Ayutthaya. Là, ce sont des pièces extrêmement recherchées, qui valent très cher, et qui sont pratiquement introuvables aujourd'hui. Voilà. Quiconque a une pièce comme ça aujourd'hui, un beau patrimoine à préserver le mieux possible, évidemment. Il y a évidemment autre chose qui est éminemment intéressant, c'est la statuaire thaïlandaise, avec, je dirais, le pic, le sommet artistique qui est considéré comme étant la période et l'art Sukhothai, 13e au 15e siècle, avec la première période, la deuxième et la troisième période. Personnellement, je préfère un art qui est plus ancien, et qui est l'art de Dvaravati. Alors, on ne parlait pas encore de la Thaïlande, évidemment, même pas du Siam à l'époque, ça ne faisait pas partie du Siam à ce moment-là, mais on peut éventuellement dire que ça fait partie de l'art siamois, puisqu'aujourd'hui, Dvaravati est considéré comme un art venant du Siam. Mais c'est un art qui est absolument superbe, sublime, d'une très très grande simplicité et avec des formes très touchantes. Les acheteurs de l'art ancien d'Asie, on pourrait croire, puisque je suis basé à Bangkok, qu'ils sont thaïlandais. En fait, ils ne sont pratiquement pas thaïlandais du tout, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un Thaïlandais n'a pas forcément envie de diluer son patrimoine financier à un non-thaïlandais. Ça, c'est un sentiment très fort chez eux. Il faut le respecter, il faut l'accepter. La deuxième chose, c'est que beaucoup de Thaïlandais ont peur des antiquités, pour deux raisons. La raison la plus simple, c'est qu'une antiquité, c'est plein de fantômes cachés. Ça fait très très peur et ça se réveille la nuit et c'est absolument terrifiant. Et la deuxième chose, c'est que avec une antiquité qui est posée chez soi quelque part en décoration, on n'a aucun moyen de relever son statut social puisqu'on n'invite jamais personne chez soi. La maison, c'est souvent réservé à la famille stricte. Et on invite ses amis en dehors de chez soi. On va au restaurant, dans un hôtel. Donc, les maisons ne ressemblent pas souvent à des choses très intéressantes à visiter. Sauf pour quelques familles qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus internationalisées, où là, on tombe parfois sur des pièces de qualité exceptionnelle.
Donc on a surtout affaire à des Occidentaux, Européens, Américains, Japonais bien évidemment. Les Chinois sont encore très méfiants, c'est-à-dire qu'ils n'achètent de l'art que s'il s'agit d'art chinois. Leur parler d'étendre leur collection d'art chinois à de l'art asiatique provenant d'autres pays, ça leur paraît inconcevable pour le moment, parce qu'ils n'ont pas encore vu cette perspective qu'on peut documenter l'art chinois par un art qui vient d'ailleurs aussi. Ils sont persuadés que l'art chinois est né par lui-même, sans aucune influence venant de l'extérieur. Pour certaines choses, certaines pièces, certaines iconographies, c'est vrai, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. J'aime bien varier les choses, c'est-à-dire que je refuse un peu de me donner une spécialisation, une spécialité. Moi, je préfère m'intéresser à tout ce qui est beau, tout ce qui est en très très bon état d'origine, voire en parfait état d'origine, et ça me permet d'aller beaucoup plus loin que la Thaïlande, c'est-à-dire c'est l'Asie du Sud-Est, avec principalement effectivement la Thaïlande, aussi la Birmanie, le Cambodge, le Laos, un peu moins le Vietnam, un peu moins la Malaisie, et l'Indonésie évidemment, où il y a des choses très intéressantes en termes de meubles primitifs par exemple, qui sont encore très très beaux et très bien préservés, avec des belles patines très originales et très originelles. Il y a aussi d'autres zones géographiques extrêmement intéressantes comme la Chine bien évidemment. On va plus loin encore, on va évidemment sur l'Inde qui a un art extrêmement intéressant parce que contrairement à l'art qu'on trouve en Asie du Sud-Est qui est un tout petit peu figé dans la forme et dans le mouvement, l'art d'Inde est très souple et il a beaucoup de formes, beaucoup de mouvements. Donc il est très intéressant. On a des choses passionnantes à découvrir dans le premier millénaire, par exemple avec l'art Gupta, 4e, 5e siècle, 6e siècle. Et on a les pays périphériques de l'Inde, à savoir le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan. Là on va très loin dans le temps puisque on peut trouver de la statuaire du 2e, 3e, 4e siècle par exemple. Là on atteint vraiment des sommets en termes de pureté. Plus on va loin dans l'art, dans le temps, plus on a des choses qui impactent notre mental, soi-disant moderne et très développé. Mais aujourd'hui, quelle main en 2013 est capable d'avoir une relation directe avec le cerveau et avec nos émotions et transcrire ça, traduire ça sur une statue? Personne ne peut le faire aujourd'hui, alors que c'était très bien compris et très bien rendu au 3e siècle par exemple, et puis au 5e, au 7e, au 8e siècle, et puis un peu moins au 10e, et puis on continue finalement à descendre sur une pente qui, à mon sens, artistiquement, n'est pas très curieuse. Mais ça, c'est certainement parce que je suis antiquaire. Il y a des gens qui vont dire « Mais non, vous n'avez rien compris, l'art moderne, ça vaut tout l'art ancien du monde. » Le patrimoine thaïlandais, il se galvaude effectivement avec du tourisme en masse, mais il se galvaude aussi localement par le manque de compréhension de ce que c'est que la notion de patrimoine par la population thaïlandaise. Les choses sont en train de changer, à mon sens, pas assez rapidement. Même au niveau, je dirais, officiel, il n'y a pas une prise de conscience suffisante pour sauver les sites. Moi, j'ai vu beaucoup de sites sur lesquels les touristes payent beaucoup plus cher que les Thaïs. Les touristes vont payer 50 bahts, pour les Thaïs 10 bahts. Les touristes font tous très attention, il n'y a pas un papier par terre qui est jeté par un touriste. Les touristes enlèvent leurs chaussures pour entrer dans des lieux qui ne sont plus sacrés mais qui l'étaient à l'époque. Et les Thaïs rentrent, gardent leurs tongs et traînent les pieds par terre et salissent l'endroit d'une façon absolument lamentable. Donc il n'y a pas encore une prise de conscience qui permet de dire que l'art est vraiment préservé par les descendants de ceux qui l'ont fabriqué. Je pense que le tourisme a plutôt un effet d'information spontanée, à savoir que
tous ces touristes finalement laissent un message non écrit et non verbal au Thaï. Faites attention à ce que vous avez, c'est beau, regardez, on est là, on vient le visiter, vous devriez faire comme nous et penser que c'est beau. Aujourd'hui, en 2013, début 2013, il y a encore de la place pour beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour faire quelque chose en Thaïlande. Alors les choses sont un peu moins faciles ou un peu plus difficiles qu'il y a quelques années, puisque la Thaïlande a bien évidemment compris que la France, qui s'est faite prendre au piège, selon l'expression qu'emploient les Thaïlandais, au piège de l'Europe, elle s'attend à voir de plus en plus d'Européens et donc de Français débarquer en Thaïlande en se disant ce qu'on ne peut plus faire en France, on va réussir à le faire en Thaïlande. Donc ils sont en train de serrer les vis absolument de partout et de remonter la barre. Maintenant pour ouvrir une société, je crois qu'il faut au minimum, je crois que c'est 25 000 € qu'il faut mettre sur un compte et bloquer sur un compte. Donc c'est déjà plus restrictif. Alors, quand on crée son entreprise en Thaïlande, effectivement, en tant que visage pâle, non américain, puisqu'apparemment les Américains ont le droit d'ouvrir des sociétés en nom propre à 100% capitaux américains, n'étant pas américain, j'ai dû évidemment trouver 6 partenaires thaïlandais. Alors, j'ai des employés thaïlandais, puisque en tant qu'étranger, je suis obligé d'employer 5 personnes locales. Sinon, on me refuse mon permis de travail et je n'ai pas le droit de faire fonctionner ma société. Donc, quand on est étranger, on est tenu à beaucoup d'obligations sans lesquelles on n'a plus le droit de travailler et on nous prie de partir dans un délai très court.